Philippe Solers, chez Gallimard, Trésor d'amour, c'est un récit en miroir de l'aventure vécue par l'auteur à Venise, avec Mina, une jeune italienne, et puis la quête amoureuse et souvent malheureuse de Stendhal. Vous dites que le roman à l'ancienne, terminé, c'est fini. En revanche, votre roman est, selon vous, plus qu'un roman. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un roman qui reprend au fond la tradition du roman français, c'est-à-dire le roman à tendance philosophique, le roman qui pense. De plus en plus, le roman, c'est un film qu'on regarde et qu'on oublie vite, maintenant, dans les grandes... Mais le roman doit penser. Le roman a toujours pensé, enfin, le Diderot, Voltaire, tout ça. Le roman a tendance à penser en français. Mais ça, c'est ça qui m'intéresse. Le vôtre, pas parce qu'il est érudit. Non, il ne s'agit pas d'être érudit. Ça encore, on n'écrirait pas de roman, on n'écrirait pas de tout ça. Et notamment Stendhal, qui est quand même un des héros du livre, et qui avait tendance à raconter très bien, mais toujours avec cet esprit de liberté que vous venez de dire. Stendhal caracolait avec des pseudonymes différents. Solers s'écrit sur Nietzsche, Casanova, Voltaire, Mozart, comme s'il avait besoin de s'appuyer sur eux pour nous parler. Comme s'il y avait besoin, dans une époque de dévastation, de désagrégation, de déliquescence, disons les choses, d'oubli de la lecture, de déficience même neurologique, je vois ça se profiler. Oui, bien sûr, il faut le dire. Et bien justement, par un sursaut d'énergie, il faut en effet soutenir toutes ces lumières qui sont là depuis très longtemps et qui n'attendent que d'être revisitées. Oui. Pour se raconter soi-même ou se confier. Oui, pour s'aider à vivre soi-même. Il faut des partenaires dans la vie, sans quoi on devient de votre part, Trésor d'amour, c'est de l'amour qui, à la différence de Stendhal, ne collectionnerait pas les échecs. Pas seulement il a eu des échecs, pas seulement parce qu'il était laid. On va le voir tout à l'heure. Mirabeau, chez Taillandier. 3 années de lettres à Sophie de Monnier. Il était encore beaucoup plus laid que Stendhal, et pourtant il fut un des plus grands séducteurs de l'époque. Tout à fait. Tout à fait, c'était un faune par le haut, un centaure par le bas, et il avait un succès extraordinaire, parce qu'il était grand aussi. Oui, il le dit à sa mère, quand il était gamin. Hein, il dit le dessous aidera le dessus. Et il savait voilà. Ce qui est très important dans ces histoires. Et pas seulement parce qu'il avait une voix magnifique, dont on parla tout à l'heure, mais déjà, Philippe, quand il avait 15 ans, une de ses rencontres séduites confiait « On le fuit à le voir, on s'arrête à l'écouter ». Absolument. Il y a une phrase de Stendhal dans son journal qui est à peu près la même. Il dit pour plaire aux femmes, il faut les louer sans arrêt. Les louer, elles ont besoin de louanges. Alors, il y en a une qui disait, oh, celui-là, il est tellement laid qu'il me blesse les yeux. C'est très beau. Et alors, le monstre, là, lui a fait des compliments. Et donc, il a réussi à coucher avec elle. Voilà, ça en dit long. Il s'agit peut-être de Stendhal lui-même, d'ailleurs. Vous, en même temps, Trésor d'amour, c'est emprunté à un proverbe vénitien, si j'ai bien compris, qui n'existe pas, que vous avez inventé. Que j'ai inventé. Douleur d'amour ne dure qu'un instant. Douleur d'amour ne dure qu'un moment. Trésor d'amour dure plus que la vie. Proverbe vénitien du XVIe siècle. Stendhal s'amusait toujours beaucoup. Mais si je puis me permettre, j'ai le droit. Oui. Il se trouve qu'il y a on connaît ce poème qui s'appelle Plaisir d'amour, qui a été écrit par Jean-Pierre Clarisse de Florian, qui est mort pendant la Révolution, en 1794. Plaisir d'amour ne dure qu'un moment, chagrin d'amour dure toute la vie. Il faut faire le contraire. Et voilà, il s'en est inspiré et il l'a antidaté. Quels sont les amours qui durent plus que la vie? Les réels ou les imaginaires? Je pense que ce sont ceux qui provoquent, comme on le voit chez Stendhal, des livres majeurs. Et ceux-là sont immortels. Les romans de Stendhal, aussi bien Le Rouge et le Noir que La Chartreuse de Parme, les personnages féminins, la Sansevérina dans La Chartreuse, etc., ce sont les amours qui créent quelque chose, qui font que tout à coup, il y a des livres qui ne bougent pas. Parce que vous avez Stendhal, vous prenez Stendhal, et vous sentez que toutes ces perceptions, toutes ces sensations, l'amour, dit-il, c'est fait au fond pour avoir plus de perceptions que d'habitude. Le temps change, il est plus lent ou il est plus rapide. Vous connaissez ça, qu'est-ce que c'est que l'état amoureux? Alors, vous voyez des choses que vous ne voyez pas, vous sentez des choses que vous ne sentiez plus. Voilà. Le trésor d'amour, c'est le récit de l'aventure avec ce personnage féminin Viscantini, qui est elle-même à Venise. Oui.
Spécialiste de Stendhal en plus. Elle est professeure de littérature à Milan et elle est spécialiste de Stendhal. Elle est vraie ou elle est inventée? Mais écoutez, tout est vrai. Les deux, voilà. Il faut savoir inventer. Heureusement qu'il avait dit bon général. Je n'aurais pas accepté. Les deux, parce que le problème, c'est de voir que ce qu'on entend par vérité, c'est toujours la vérité rabaissée, c'est toujours la vérité people, la vérité exhibée, la vérité. Or, dans ce genre d'amour, c'est la clandestinité. L'art de la clandestinité, dans un Venise qui est embarrassé de touristes. Il faut savoir se mettre à l'écart et prendre un bateau et vivre dans la clandestinité, ce que j'écris. Et c'est-à-dire que c'est un art de vivre très particulier. Oui, mais il faut connaître Venise comme vous et fréquenter Venise depuis 30, 40 ans. 40 ans, oui. Oui, et chaque année, pendant de longs mois et tout. Oui, oui. Vous dites, enfin le narrateur, Mina et moi, on vit à Venise, à l'écart. On ne sort pas, on ne voit personne. L'eau, les livres, les oiseaux, les arbres, les bateaux, le silence, la musique, on est d'accord sur tout ça. Jamais c'est le temps. Encore, encore. Ça, c'est l'idéal de la passion amoureuse. Bien sûr, c'est avoir du temps, encore du temps, alors que nous n'en avons plus du tout dans la vie sociale, y compris pour l'amour. Alors là, bon, non, c'est autre chose. C'est une contre-vie qui est plus que la vie, justement. Qu'est-ce que vous regardez en premier lieu chez une femme? Je ne sais plus ce que je réponds à cette... Ben, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Vous dites c'est pas les mains, pas le regard, les pas genoux. la voix, les genoux. Voilà. Mais est-ce que c'est vrai, là aussi, ou c'est... Vous savez ce que regardait d'abord Claude Lanzmann et qu'il nous l'a avoué ici, d'abord? Est-ce qu'il l'a séduit chez Simone de Beauvoir? Devinette. Pas la voir, en tout cas. Les narines. Pas mal. Les narines. Oui. Les genoux, c'est plus spacieux. Ah oui. Oui. Pourquoi le genou? Et ça dit beaucoup de choses. Pourquoi le genou? Qu'est-ce que ça dit? C'est-à-dire, c'est beaucoup de choses. C'est-à-dire, c'est automatiquement les gens. La démarche est très importante. L'élégance, elle est musicale. la L'animalité musicale. Qui demande toujours, en arrivant dans une ville, premièrement, quelles sont les 12 plus jolies femmes? Deuxièmement, quels sont les 12 hommes les plus riches? Troisièmement, quel est l'homme qui peut me faire prendre? C'était Stendhal? Bien sûr, c'est Stendhal. C'est Stendhal, oui. C'est Stendhal qui, dans ce passage, montre bien que les plus jolies femmes, ça peut être son affaire, mais si elles sont liées trop à l'homme qui peut me faire pendre, là, c'est des questions de pouvoir. Donc, dans toutes ces affaires, il y a toujours le pouvoir qui surveille. Stendhal a été très surveillé, vous savez, c'est pour ça qu'il multiplie les pseudonymes, les cryptogrammes, etc. Très surveillé. Un écrivain est toujours très surveillé, plus qu'il le croit. Est-ce qu'une femme vous a confié en secret tâchez de me rendre folle, je ne m'y oppose pas? Non, mais ça, c'est un moment délicieux de la Chartreuse de Parme, où c'est Madame d'Auquincourt, si j'ai bonne mémoire, qui dit à Fabrice tâchez de me rendre folle, je ne m'y oppose pas. Alors là, c'est compliqué, parce que est-ce que Stendhal avait... C'est pour ça qu'il a écrit ce texte extraordinaire qui s'appelle Les privilèges. Il n'avait pas le suffrage à vue, comme dit Casanova. Le suffrage à vue, c'est très important. On peut le perdre vers 50, 60 ans. Mirabeau non plus, hein, il n'avait pas vu. Mais faire rire... Et c'est déjà gagné. Ce qu'on a dit tout à l'heure, il était laid, conscient de l'être. Il dit très souvent, je suis pas beau, je suis pas beau, je suis pas beau. Oui, mais ça c'est un argument très fort. Ça. Mais c'était vrai, il dit tête de boucher, c'est ça? Oui, mais il exagérait ça. Enfin, en fait, il a été aimé aussi. Hein, il y a l'Angela Pietragua qui a été une de ses passions. Et une des dernières. Ah oui, tôt et ensuite, et les retrouvailles. Est-ce que Mina a lu Trésor d'amour, qu'est-ce qu'elle en a dit? Je pense qu'elle est en train de le relire. Elle le savoure. Pour la troisième fois. Oui. Stendhal, lui, n'a fait que de courts séjours à Venise. Sa préférence, c'était Rome. Vous dites bien, vous, c'est Venise, on l'a vu. Vous dites ce point d'infini, Venise. Nietzsche, les préférences de Venise, c'était quoi? Milan, Turin, Nice aussi, vous y êtes allé 5 fois. Mais aussi Gênes. Il voit dans Gênes une ville où les générations se projettent. On peut penser, on peut vouloir pour plus d'une génération. Et ça, c'est très important. Et Venise aussi. Oui, une vie d'errance, il faut dire, à la recherche du soleil, qui pouvait soigner sa vue qui était malade, ses migraines, etc. Le sud. Pour Hemingway, c'est pareil. Le sud, l'Espagne, le sud, il faut aller au sud. Le nord est absolument... Stendhal voulait être enterré à Venise, le destin en a fait autrement, il est enterré au cimetière de Montmartre. Oui, avec une erreur sur sa tombe. Mais il reste tellement associé à l'Italie. Et vous dites bien l'épitaphe qu'il avait rêvé. Ah, voilà.
Écoutez, ça c'est en italien. D'abord, il se traite de Milanaise et Milanais. C'est en italien. Pour un membre du corps diplomatique, se faire enterrer en italien, c'est déjà un blasphème. C'est comme un traître à sa patrie. Milanese, a dico bene, Milanese, visse, scrisse, amo. Il a vécu, il a écrit et il a aimé. Son cousin a trouvé que c'était bizarre, il a renversé les termes. C'est toujours au cimetière Montmartre. Je vous prie d'aller au cimetière Montmartre, vérifier que la République française n'a rien fait qui prouve pour corriger cette erreur. Le cousin, il a mis ça dans un ordre qui lui paraissait normal. C'est-à-dire, il a vécu aussi par Solaire, il y a la vie. Oui, l'écriture. Et c'est parce qu'il a écrit qu'il a... Oui, bien sûr, dans l'ordre. Lui, il a dit, il a vécu, il a aimé, il a écrit. Mais pas du tout, ça n'a rien à voir. Tout le monde aime. Et presque personne ne sait écrire. C'est parce qu'il sait écrire qu'il sait quelque chose de l'amour. Voilà. Voilà. En 2007, vous avez publié, entrelacé avec la vie d'un écrivain, Une vie divine, de Frédéric Nietzsche. Lui, Stendhal, Voltaire, c'étaient les écrivains les plus anticléricaux de leur siècle. Vous citez votre interprétation de Stendhal, page 62. Il est athée, surtout prêtrophobe, jésuitophobe depuis son enfance. Il est le parti noir, obscurantiste, intéressé, pudibond, hypocrite, froid, menteur, racorni, sans lyrisme. Il s'entendait aussi avec Nietzsche. Enfin, je veux dire, Nietzsche l'a lu, Stendhal. Et ça a été un des premiers. Non seulement il dit qu'il aime Stendhal, mais il dit qu'il le cite à l'époque. Tout le monde lui demande d'épeler le nom, ce qui fait que personne ne connaît Stendhal. Il n'y aurait pas eu l'article de Balzac, Générosité inouïe, sur la Chartreuse de Parme, pour dire que le livre était sublime. Voilà, c'est ça. Et donc Stendhal aurait pu être enfoui dans l'oubli. Philippe Solers, vous découvrez, vous m'avez aidé à découvrir beaucoup d'auteurs, etc. Vous consacrez votre vie à la création et à l'écriture. Pourquoi de temps en temps vous allez faire le chansonnier ou le pitre, ici ou là? Parce que c'est une très bonne façon d'être libre. Nous sommes dans une société où il faut éviter à tout prix la marginalisation. Il faut jouer des marionnettes. J'en joue un peu, pas si mal, mais pas tout le temps. Oui. Pour démontrer qu'on est à l'esprit libre, il faut faire aussi quelquefois. Il faut faire aussi ça. Et ne pas se renfrogner, et devenir l'hommage que le vice rend à la vertu. Mais qu'on n'arrive pas jusqu'à oublier qu'on est d'abord un créateur. Oh, croyez-vous que je l'oublie, ne fût-ce qu'une seconde? Non, mais peut-être que d'autres qui lisent moins ne le savent pas. Oui, mais ça n'a aucune importance. De toute façon, ils ne lisent pas. Il ne faut pas s'occuper des autres. Et puis, ça permet justement, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup Philippe Solers, mais de ne pas trop se prendre au sérieux. Juste comme ça, un masque de plus. Voilà, comme à Venise, et puis après, on remballe le masque. Il nous a fait découvrir beaucoup d'auteurs. Beaucoup. Vous écrivez comme ça, à la plume, avec un ordinateur? Tutto fatto alla mano. Voilà. Et est-ce qu'il vous arrive, comme Stendhal, de dicter? Non. Il dictait parce qu'il avait une écriture déplorable, que vous pouvez vérifier sur ses manuscrits qui tournent. Et il dictait parce qu'il voulait, en effet, entendre ce qu'il avait écrit. Les livres, vous savez, Jean-Pierre, les livres, ça s'écoute. Lire, c'est entendre. Si on n'entend pas, si on n'entend pas, ça veut dire que l'écrivain n'est pas là. Moi, j'ouvre des manuscrits, c'est très vite vu. Il y a une voix ou il n'y a pas une voix. Dès que vous ouvrez quelque chose qui s'entend, ça y est. Ouais. Donc vous écrivez, etc. Mais de temps en temps, vous prenez vos propres livres et vous les lisez à haute voix aussi? Non, pas à haute voix, mais j'écoute si ça marche. Le magazine Lire montre votre bureau. C'est un petit bureau qui est séparé de l'endroit où vous habitez. Vous voulez un bureau à l'extérieur, etc. Et quand vous commencez un livre, qu'est-ce qui est le plus important? C'est vous faites le plan, c'est la recherche de la première phrase, des premiers mots, c'est l'horizon? La première phrase. Il faut que la première phrase s'impose. Voilà. Alors on ne sait pas très bien d'où ça vient, un rêve, un souvenir. Mais la première phrase, c'est ça. C'est de la musique. Après, on voit. Et ça s'organise mystérieusement. Voilà, ça se suit. Et avec vous, Philippe Solers, je vais terminer. Ils illustrent le propos de Stendhal, si vous en souvenez. Songez à ne pas passer votre vie à haïr. Et à avoir peur. C'est un excellent conseil, non? Merci à vous tous. À bientôt.